Afrique des libertés, bonsoir. Le torchon brûle. De nouveau, entre la France et le Togo, deux touristes français, Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani, ont été arrêtés au Togo où ils sont accusés de fausses déclarations et d'espionnage en faveur des services de renseignement français. Nous allons nous pencher sur cette nouvelle affaire pour donner notre compréhension. Soyez salués à travers l'Afrique, soyez salués à travers les diasporas africaines, soyez salués en Europe, en Asie, en Amérique et dans les îles des grands océans Atlantique et Indien. Bonsoir à toutes et à tous. Sentez-vous bénis depuis la terre africaine, la première terre de l'homme, le berceau de l'humanité. Nous abordons un seul sujet ce soir. Le torchon qui brûle à nouveau. Entre la France et le Togo, suite à l'arrestation le 27 juillet 2026 de deux touristes français accusés d'espionnage dans le territoire togolais et mis à la disposition de la justice. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani. Merci de partager massivement ce programme. Nous allons nous intéresser à cette affaire pour en dégager les significations les plus profondes. Visitez Bella Farandio, visitez Sankoré. C'est pour amortir la lumière vive des lampes que je me sers de ces lunettes spéciales. Lorsque l'irritation des yeux devient trop importante, je suis obligé de m'en servir pour moins les soumettre à la lumière. Soyez salués, où que vous soyez à travers le monde. Et merci d'écrire Good Life et de partager cette émission. Africaines, Africains, je vous salue. Soyez les bienvenus à cette émission du 19 août 2026 qui va porter sur un seul sujet, le rififi, le torchon qui brûle de nouveau entre le régime français d'Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, et le régime africain de Faure Gnassingbé Eso Zimna, président du Conseil de la République togolaise. Merci de partager massivement ce programme. Nous allons essayer de proposer une compréhension large et profonde de ce qui se passe, afin que l'opinion africaine ne se fasse pas mener en bateau et que l'on ne se précipite pas dans la manière d'apprécier ce qui se passe en utilisant des mauvaises grilles d'analyse. Il faut commencer par faire remarquer que l'histoire du régime politique togolais est étroitement liée à l'histoire du colonialisme et du néocolonialisme français. De manière incontestable,
Le régime politique togolais est issu du processus colonial et du processus néocolonial français. C'est la France qui a organisé le coup d'État qui a coûté la vie au président Sylvanus Olympio et qui a permis l'installation du régime de son ancien soldat, le président Eyadema, qui devait devenir général au soir de sa vie. Et l'actuel président togolais est le fils de son père, et donc héritier d'un régime qui a été soutenu et implanté à l'origine par le colon français. Ce qui fait qu'il y a une relation particulière entre le régime politique togolais et le régime français. Dans cette relation, il y a cette idée chère à tous ceux qui se sont assis dans la chaise du général de Gaulle, que le Togo, le régime togolais, leur doit son existence et devrait obéir aux dirigeants français le doigt sur la couture. Puisque le président Eyadema père n'aurait pas pu s'installer au pouvoir sans le soutien actif et prépondérant de la France, et puisque son fils n'aurait pas pu lui succéder sans le même soutien, il s'ensuit que les dirigeants français, que ce soit De Gaulle, que ce soit Pompidou, que ce soit Giscard d'Estaing, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande ou que ce soit aujourd'hui Emmanuel Macron, estiment que le président togolais leur doit l'existence de son régime et leur doit une obéissance exemplaire, voire une soumission aveugle. Voilà le présupposé de la relation. Or, comme le disait un écrivain français, eh bien, de la période de la Renaissance, courtoisie qui ne vient que d'un côté ne peut longuement durer. Il n'y a d'amitié qu'entre égaux. Il se trouve que depuis l'avènement en 2005 du nouveau chef de l'État togolais, fils du précédent, la relation franco-togolaise va connaître une évolution. Elle va connaître une évolution parce que l'héritier du trône du Togo n'a pas connu et n'a pas été soumis et il n'a pas vécu la colonisation française. Dans sa tête à lui, il ne se sent pas colonisé. Mieux, en raison de cette absence d'expérience directe de colonisation, Faure Gnassingbé et Sozimna estiment que les relations que son père a eues avec la France ne peuvent pas être exactement les relations que lui doit avoir avec la France. C'est exactement le problème qui s'est posé entre Ali Bongo et la France au Gabon. C'est exactement le problème qui s'est posé entre Mahamat Idriss Déby Itno et la France au Tchad. C'est exactement le problème qui est en train de se poser entre le régime Biya et la France au Cameroun. Plusieurs des régimes issus de la cuisse du colonialisme et du néocolonialisme français estiment que les relations qui ont eu lieu dans les années 40, 50, 60, 70 et même 80 ne peuvent plus s'imposer dans les années 2000. Or, de son côté, le néocolonialisme français, le colonialisme français n'a point changé sa manière inimitable de s'asseoir. Emmanuel Macron aspire à avoir les mêmes avantages que Charles de Gaulle avait sur l'Afrique. Il estime qu'il a droit aux mêmes égards que Pompidou, que Giscard d'Estaing, que François Mitterrand, que Jacques Chirac, que Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, ou même François Hollande avait sur l'Afrique. Macron revendique urbi et orbi le statut de grand héritier de l'empire colonial, néocolonial français et demande aux Africains de lui montrer de la gratitude. Tout particulièrement, cette théorie de la gratitude
s'applique aux chefs d'État africains qui savent que leur régime a été fondé par la France, que ce régime a été soutenu à bout de bras par la France, que ce sont des régimes qui ont été financés, armés, couverts, adoubés, accompagnés dans le viol des constitutions, le viol des élections, le viol de tous les droits humains par la France. En retour, la France leur demande obéissance aveugle, soumission totale. C'est ce grand malaise entre les dirigeants actuels de la 5e République française et les héritiers des républiques france-africaines qui est le nœud originel du conflit entre les dirigeants français et l'actuel président togolais. Quoi qu'il ne puisse nier que le régime au pouvoir au Togo est issu du processus néocolonial de la France, le président togolais a entrepris de donner une identité autre à son régime politique que celle de succursale de la volonté de Paris. Comment a-t-il entrepris de le faire? Premièrement, il a commencé à diversifier le partenariat économique de la République togolaise en dynamisant le hub portuaire de Lomé. Faure Gnassingbé a commencé à s'efforcer de ne plus dépendre étroitement de la relation privilégiée, de la relation exclusive avec l'Hexagone. Il a ouvert son pays à la coopération avec la Chine, à la coopération avec Israël, à la coopération avec les États-Unis, à la coopération avec le Canada. Il est allé plus loin, il a ouvert son pays à la coopération avec la Turquie, à la coopération avec la Russie. Deuxième terrain sur lequel Faure Gnassingbé a cessé d'obéir aux maîtres parisiens, aux maîtres néocolons, le domaine diplomatique. Jusqu'ici, toute initiative diplomatique d'un pays issu du processus colonial et néocolonial français devait avoir été ordonnée, missionnée, commissionnée par Paris. C'est-à-dire que quand il y avait un conflit dans la sous-région africaine, ce sont les dirigeants français qui envoyaient tel ou tel de leurs valets france-africains en mission. Voilà la deuxième règle de la soumission à la France-Afrique que le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a enfreint. Puisqu'il a entrepris d'inventer, de créer une diplomatie togolaise autonome, c'est-à-dire indépendante de Paris. Cette diplomatie a pris l'initiative d'offrir ses médiations dans les conflits de la sous-région africaine. À l'instar du conflit ivoiro-malien avec l'affaire des 49 mercenaires de Wagner, à l'instar des conflits qui ont opposé la CEDEAO à l'Alliance des États du Sahel, le Togo s'est positionné comme force de médiation, comme on l'a vu notamment lors de la tenue de la réunion de haut niveau pour la nouvelle politique sahélienne du Togo. Voilà le deuxième sujet sur lequel le président Faure Esozimna Gnassingbé s'est mis pari à dos. Les initiatives diplomatiques non contrôlées par Paris. Mais il y a un troisième sujet sur lequel le président Faure Gnassingbé s'est mis pari à dos. C'est la question sécuritaire. Alors que l'ordre d'Emmanuel Macron, donné aux dirigeants de la sous-région ouest-africaine, à travers la CEDEAO accroupie, agenouillée et léchant les vomissures du néocolonialisme français, l'ordre était que tous les pays de la CEDEAO manifestent la plus grande hostilité, la plus grande agressivité envers les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La posture du président togolais, Faure Esozimna Gnassingbé, a consisté à refuser d'exécuter cette mission d'agression par procuration, cette mission de guerre hybride que le Nigeria de Tinubu, la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Patrice Talon ont quant à eux voulu exécuter aveuglément contre le Niger, le Burkina Faso et le
et le Mali. Cela étant, le président togolais Faure Esozimna Gnassingbé est accusé d'avoir brisé l'embargo criminel, inhumain, illégal, illégitime, diabolique que le pouvoir français, à travers ses sous-fifres de la CEDEAO, avait élaboré pour écraser le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en offrant le port de Lomé comme corridor de débouchement sur l'océan Atlantique à l'immense alliance des États du Sahel. Faure Gnassingbé a consciemment franchi l'ultime ligne rouge que lui avait fixée Emmanuel Macron. À partir de là, très clairement, pour ces trois raisons, le refus de rester dans la soumission néocoloniale classique, la diversification des partenariats économiques, le refus de servir de cheval de Troie contre l'AES, la ligne rouge était déjà franchie. Mais il y a une quatrième raison qui explique la montée en agressivité de Paris contre Lomé. C'est la décision du Togo de ne pas se soumettre à la vulgate en matière de lutte contre le terrorisme, la vulgate de la CEDEAO, la vulgate de la France, la vulgate, eh bien, globalement de l'OTAN, qui consiste à dire, pour combattre les terroristes, vous devez vous associer à nous, pays de l'OTAN, qui sommes les parrains du terrorisme, qui avons détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique que nous avons d'ailleurs créé. Vous devez vous associer à nous pour combattre nos propres mercenaires. Le président du Conseil du Togo, en signant un accord de défense et de coopération avec la Fédération de Russie, suivi du débarquement sur le sol de la République togolaise d'instructeurs des forces armées de la Fédération de Russie et du débarquement de matériel permettant de contenir les infiltrations terroristes, notamment dans la partie nord du territoire togolais, a achevé de convaincre Emmanuel Macron qu'il lui faut absolument trouver une solution pour se débarrasser de Faure Esozimna Gnassingbé. Voilà les 4 éléments fondamentaux du contexte dans lequel l'arrestation de 2 touristes français le 27 juillet 2026 a eu lieu. Maintenant, parlons de cette arrestation. Selon les informations que votre serviteur a recoupées, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani? Ces 2 citoyens français, selon les informations à notre disposition, ont demandé à se rendre en territoire togolais à titre de touristes. Je recommence et je vous prie de noter les informations dans l'ordre. Ils ont sollicité un visa pour venir au Togo en qualité de touristes. Autrement dit, alors même qu'ils sont en réalité des reporters travaillant pour le groupe public français France Télévisions, ils ont préféré dire qu'ils venaient au Togo simplement contempler les paysages, bénéficier des belles plages de la côte togolaise, manger de la sauce à la pâte, acheter les bons tissus des Nana Benz, prendre de belles photos et rentrer à Paris. Vous notez bien, ils demandent à venir au Togo et ils se présentent comme touristes. Ils ne se présentent pas en indiquant la véritable raison pour laquelle ils tenaient à venir au Togo. Deuxième information, une fois qu'ils arrivent au Togo, ils ne se comportent pas comme des touristes. Ils se rendent dans le nord du Togo, une zone qui a été placée en état d'urgence par les autorités togolaises à cause des infiltrations des groupes terroristes. Et ils commencent un travail
de journalistes d'investigation. Ils commencent un travail d'enquête de terrain. Il faut savoir que lorsque des journalistes se rendent dans un pays, dans le but d'y mener une investigation, ils ont obligation d'indiquer, 1, qu'ils sont journalistes, 2, qu'ils ne viennent pas pour des vacances, 3, qu'ils souhaitent venir mener des enquêtes ou faire des reportages. Et ce sont les autorités du pays qui, dans ces conditions, leur délivrent un visa ou ne le leur délivrent pas. M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani savaient de façon pertinente, depuis Paris, que s'ils avaient dit qu'ils étaient des reporters de France Télévisions et que dans le cadre des travaux de France Télévisions, ils travaillaient pour le documentaire Les routes de l'impossible et qu'ils voulaient venir mener un reportage de terrain dans le nord du Togo en guerre, ils savaient que les autorités togolaises leur auraient opposé une fin de non-recevoir et que le visa leur aurait été refusé. Pourquoi? Pourquoi le savaient-ils? Parce qu'en juin 2025, le Togo a suspendu les médias officiels français sur son territoire. France 24, TV5, RFI, Jeune Afrique et consorts ont été interdits au Togo. Les autorités togolaises estimant que ces médias pratiquaient du terrorjournalisme et œuvraient à la déstabilisation du pays, soutenant en sourdine en réalité les infiltrations terroristes au lieu de soutenir la lutte des peuples africains contre le terrorisme et la lutte du peuple togolais. Donc, M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani, sachant que le Togo a interdit les activités de France Télévisions sur son territoire, ont caché leur identité d'agents de France Télévisions. Sont arrivés au Togo avec des visas de touristes et arrivés sur le sol togolais, ont commencé des activités non touristiques. Voilà dans quelles conditions, troisième élément important, ils ont été accusés d'espionnage par les autorités togolaises et ils ont été accusés de fausses informations. Fausses informations puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité réelle d'agent ou de contractuel de France Télévisions, car s'ils avaient décliné cette identité, ils n'auraient pas eu de visa. Le Togo ne peut pas interdire que France 24, RFI, diffuse sur son territoire et permettre à des journalistes du groupe auquel appartient France 24 et RFI de venir investiguer dans son territoire. C'est une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils n'ont pas donné des informations exactes sur l'objet de leur entrée au Togo. Et arrivés au Togo, ils se sont mis à mener des activités non autorisées. Voilà comment les autorités togolaises les accusent d'espionnage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsiwa, Cameroun ou Africa, est oui. C'est une accusation incontestable et je vais vous donner les raisons. D'abord, elle est incontestable parce qu'ils sont entrés au Togo en cachant les véritables motifs de leur arrivée. S'ils ont caché les véritables motifs de leur arrivée, c'est bien parce qu'ils savaient que le motif réel de leur arrivée était un motif subversif. Donc, en cachant leur identité réelle de reporters de France Télévisions, ils se sont auto-accusés. Ils se sont eux-mêmes positionnés comme des espions. Ça, c'est un. Vous notez les arguments. S'ils n'étaient pas venus espionner, ils allaient dire, nous sommes des journalistes, nous sommes des reporters, nous travaillons avec France Télévisions, nous réalisons un reportage sur les routes de l'impossible. Est-ce que vous nous autorisez à venir filmer chez vous? Le Togo leur aurait dit oui, ou il leur aurait dit non. Et l'affaire se serait arrêtée là. Si le Togo leur avait dit oui, venez filmer pour votre reportage de France Télévisions, et que le Togo les arrêtait pour espionnage, là, ça serait une bavure des autorités togolaises. Mais le Togo a donné un visa d'entrée à des touristes. Arrivés au Togo, ils se sont transformés en reporters, en enquêteurs contre, eh bien, les conditions du visa qui leur a été accordé. À partir de là, ils étaient dans la subversion, ils étaient hors de la loi.
Il y a une deuxième raison pour laquelle je pense que l'accusation togolaise est sérieuse. La deuxième raison, c'est le comportement des journalistes de France Télévisions dans d'autres pays africains ces dernières années. Et depuis plusieurs années. Les journalistes officiels français, les journalistes d'investigation français ont pris l'habitude de considérer qu'ils peuvent venir faire leur safari journalistique en Afrique au mépris des règles des pays africains. Ces dernières années, plusieurs d'entre vous ici qui m'écoutez êtes au courant de nombreuses plaintes de pays africains où des journalistes français sont entrés sans visa. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, où, profitant de frontières contrôlées par les terroristes, des journalistes français, y compris les journalistes officiels de TV5, de France 24, de RFI, sont entrés dans les territoires des pays africains pour y mener leurs investigations, y mener leurs activités d'espionnage à la barbe des autorités africaines. C'est vrai ou c'est faux? À partir du territoire mauritanien, de nombreux journalistes sont entrés au Mali sans visa. Et c'était des journalistes de France Télévisions. À partir du territoire algérien, de nombreux journalistes officiels français sont entrés au Mali sans visa. Et c'était des journalistes officiels français. Ils sont entrés en territoire nigérien comme ça, et ils entrent habituellement dans plusieurs pays africains sans visa. Alors que les Africains sans visa sont parqués comme des animaux de cheptel dans les centres de rétention et d'expulsion administrative en France. Ces journalistes viennent se moquer des règles diplomatiques africaines et ils entrent en Afrique avec des motifs controuvés pour venir mener des activités non autorisées. Voilà la deuxième raison. Voilà la deuxième raison pour laquelle l'accusation d'espionnage est une accusation logique. C'est une accusation légitime. Puisque ce qui est reproché à M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez l'a déjà été à plusieurs autres journalistes français. Vous avez vu des journalistes français entrer jusqu'à Thessalite, dans les chars, dans les véhicules des terroristes, pour narguer le gouvernement malien. Vous les avez vus entrer au Niger, entrer au Burkina, en cachette, sans autorisation, sans visa. Donc cette idée, répandue parmi les journalistes de France Télévisions, que l'Afrique est un terrain de safari journalistique, qu'on peut entrer et sortir des pays africains comme on veut, au mépris des règles de l'immigration africaine, ce préjugé-là a profondément habité Gaël Mokaer et Sébastien Pérez pour cacher leur véritable identité professionnelle au moment de demander leur visa pour venir au Togo. Ils voulaient rouler les autorités togolaises dans la farine, et c'est dans cette farine qu'ils ont eux-mêmes été roulés. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises doit être prise au sérieux. La troisième raison, évidente, c'est que le fait que le Togo ait décidé de coopérer militairement avec la Russie est très clairement connu comme étant l'une des raisons pour laquelle la France engage ce qu'on peut appeler sa solution finale contre un régime politique. À partir du moment où un pays africain cesse de réserver sa coopération militaire et sécuritaire aux seuls conseillers occidentaux en général, français en particulier, ce pays devient une cible de déstabilisation active. Ce pays est dans la liste des pays où Paris s'empresse d'organiser un coup d'État, des coups d'État, s'empresse d'organiser des rébellions, s'empresse d'organiser tout naturellement des infiltrations de ces mercenaires terroristes. Le Togo est une cible de l'impérial terrorisme occidental en général et français en particulier. Or, quand un territoire est ciblé de cette façon, on envoie souvent, en effet, des civils, déguisés en touristes, faire le travail d'espionnage. On envoie des gens qui n'assument pas leur véritable identité et ils viennent, sous couvert de tourisme ou même d'action humanitaire, explorer le terrain, renseigner les militaires et préparer les opérations à venir. Donc voilà trois raisons qui font que l'accusation d'espionnage n'est pas abusive. Mais il y a une quatrième raison. Cette quatrième raison provient de l'activité des journalistes de France Télévisions en Afrique. Je voudrais prendre deux modèles, deux cas typiques de journalistes de France Télévisions qui sont des super terror-journalistes, c'est-à-dire des journalistes au service du terrorisme.
Ce sont, messieurs, Serge Daniel Gbagbo Hungada, que nous appelons affectueusement le hibou de Dakar, et monsieur Wassim Nasr, que nous appelons tout aussi affectueusement le porte-parole des groupes terroristes au Sahel. Écoutez, Gaël Mokaer et Sébastien Pérez-Pézani travaillent pour France Télévisions exactement comme Serge Daniel Gbagbo Hungada et Sébastien Pérez-Pézani. Quand ces gens-là viennent au Togo et en plus se rendent dans la région où les forces armées togolaises sont en lutte contre les groupes terroristes, on s'attend tout naturellement à ce que le travail qu'ils vont faire ressemble comme deux gouttes d'eau au travail de leurs illustres, tristement illustres collègues, Serge Daniel Gbagbo Hungada, alias le hibou de Dakar, et Wassim Nasr, alias le porte-parole suprême des groupes terroristes. Le Togo a parfaitement raison de penser que le travail d'investigation, soi-disant donc, de ces reporters déguisés en touristes, avait pour but éventuellement d'interviewer sur son territoire des chefs terroristes et de leur donner comme d'habitude la grande publicité que France 24, RFI, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, Le Parisien, Libération font tout naturellement aux groupes terroristes puisque ceux-ci servent les impératifs de déstabilisation de l'Afrique qui devraient permettre à la France de recontrôler son ancien précaré, son ancienne zone d'influence, son dispositif socle, afin d'y reprendre allègrement le pillage de l'or, de l'uranium, du manganèse, du coltan, du lithium, du pétrole, du gaz, le pillage du bois, du café, du cacao, dont elle s'est nourrie depuis des siècles. Il n'y a aucune raison pour les autorités togolaises qui ont interdit France 24, interdit TV5, interdit RFI, de permettre à des gens qui travaillent pour France 24, pour TV5, pour RFI, des gens qui travaillent pour le groupe France Télévisions, de venir investiguer chez eux. Laisser ces gens entrer pour faire des investigations, c'est fuir la pluie pour se cacher dans une rivière. Ils ont voulu contourner l'interdiction togolaise de se mêler, eh bien, de fouiner dans les affaires sécuritaires togolaises. En se déguisant en touristes, ils ont posé un acte typique d'espion. Les espions ne disent jamais « je viens vous espionner ». Ils arrivent toujours comme les mercenaires de Ouattara Draman avec des fausses professions, genre coiffeur, cuisinier, ménagère, pousseur, aide-soignant, enseignant. Ils arrivent avec toutes sortes de faux motifs. Ils arrivent avec des masques et c'est typique des espions. Donc voilà l'affaire telle qu'elle se présente. Maintenant, quels sont les pièges que l'on veut nous tendre dans cette histoire? Il y a plusieurs pièges qu'on veut nous tendre dans cette histoire. Le premier piège qu'on veut nous tendre, c'est de présenter l'arrestation de ces deux touristes, de ces deux faux touristes, la présenter comme étant une violation de la liberté de la presse. J'ai vu Reporters sans frontières, cette organisation rompue aux intérêts de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français, commencer à jacter. Il ne s'agit pas d'une violation de la liberté de presse. Pourquoi? Parce que les deux touristes affichés sont accusés d'avoir dissimulé leur identité professionnelle réelle et d'être entrés par conséquent de manière frauduleuse dans un pays. La nature profonde de l'affaire est celle de la violation de la souveraineté africaine. Messieurs Gaël Mokaer et Sébastien Pérez sont accusés de violer la souveraineté de l'État togolais en entrant au Togo pour des motifs inavoués. Et c'est de cela qu'on doit parler. Il ne s'agit pas de parler de la liberté de presse, la liberté de conscience et d'expression, pour laquelle d'ailleurs l'actuel gouvernement français n'a de leçon à donner à personne. Lui qui vient d'expulser Ksenia Fedorova, qui était une analyste russe sur la chaîne de télévision CNews, ne peut donner de leçons en matière de respect de la liberté d'expression à personne. Ce gouvernement qui me harcèle depuis 5 ans et qui a gelé mes avoirs et mes biens économiques pour 12 mois maintenant, en France, uniquement parce que j'écris des livres, je donne des conférences
pour dénoncer le néocolonialisme, ce gouvernement ne peut pas faire la morale de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Ce gouvernement qui traque, utilise les instances de l'Union européenne pour traquer Nathalie Yamb, l'empêcher de rentrer dans son pays, la Suisse. Ce gouvernement-là ne peut pas parler de liberté d'expression, de liberté de conscience, de liberté d'opinion. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau. C'est un problème de manque de respect pour la souveraineté des États africains. C'est de ça qu'il faut parler. Deuxième élément, deuxième piège qui nous est tendu dans cette affaire, on va essayer de présenter cette affaire comme une violation de la démocratie. On va essayer de dire que ça, c'est la preuve que Faure Gnassingbé est un dictateur. Et donc, par conséquent, la France se met du côté du peuple togolais contre le dictateur togolais. Ça aussi, c'est un piège et c'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que le régime de Faure Gnassingbé n'aurait pas été là sans le soutien de la France contre les aspirations d'ailleurs du peuple togolais. Le régime, eh bien, de Gnassingbé et Yadema n'aurait pas été là sans le soutien de la France contre les aspirations du peuple togolais. Donc, Emmanuel Macron, le gouvernement français et les journalistes français ne peuvent pas subitement nous dire qu'ils ont pris fait et cause pour le peuple togolais maintenant. Des gens qui ont chassé les journaux russes de leur territoire parce que ces journaux ne s'alignaient pas sur la vulgate mensongère du néocolonialisme français, n'ont aucune leçon en matière de liberté d'expression, d'opinion, de croyance, de conscience à donner au monde. Mais j'insiste ici pour dire le deuxième piège dans lequel ils veulent amener les gens, c'est dire que, Gaël Moukaer et Sébastien Pérez sont des otages de la dictature et des serviteurs de la démocratie. Depuis quand France Télévisions a servi la démocratie dans le monde? Depuis quand le gouvernement de la 5e République française a servi la démocratie dans le monde? Toutes les dictatures dans les pays issus du processus colonial français ont été soutenues par la France. La France ne peut pas tout d'un coup prétendre qu'elle se place maintenant du côté du peuple togolais contre son dirigeant. Parce que c'est la France qui a imposé le régime de Gnassingbé, le régime Eyadema au peuple togolais. C'est la France qui a organisé l'élimination du leader panafricaniste togolais, Sylvanus Olympio. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux, ce que je suis en train de dire? Donc on va essayer d'amener les gens maintenant dans une fausse piste. Oh, Moukaer, Pérez était en train de défendre la démocratie. Et Faure Gnassingbé, qui est un dictateur, les a arrêtés. Cette affaire n'est pas une affaire de démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui est en jeu. Parce que la démocratie française en Afrique n'est rien d'autre en réalité qu'une ruse pour faire avancer les intérêts de la France en Afrique. La démocratie est un motif de manipulation des opinions afin de faire avancer les pions du néocolonialisme et de l'impérialisme. Aucune Africaine, aucun Africain cultivé et averti n'accepteront l'instrumentalisation du concept de démocratie par des puissances qui ont perpétré la traite négrière, la colonisation barbare, qui ont organisé les pires guerres mondiales de cette terre, les pires génocides, les pires exterminations, des puissances qui ont organisé plus de 100 coups d'État sur le continent africain, des puissances qui ont soutenu régulièrement les pires dictateurs du continent, ne peuvent pas, du jour au lendemain, à cause de Gaël Moukaer et de Sébastien Pérez, devenir, soi-disant, des défenseuses ou défenseurs de la démocratie. Ce que la France et les puissances négrières, coloniales, impérialistes comme elles ont plutôt pratiqué en Afrique, c'est la démocratie. Ajoutez, s'il vous plaît, une petite lettre N entre O et C, et vous verrez ce qu'ils ont fait. Sous couvert de démocratie, ils ont accompagné et installé à la tête des pays africains des gens qui violent les constitutions, qui fraudent aux élections et qui conservent le pouvoir à vie. Ça c'est un bilan français. C'est un bilan français, ça. Des régimes comme celui de Biya au Cameroun, celui de Ouattara en Côte d'Ivoire, des régimes comme celui de Faye au Sénégal, comme celui, aucun régime france-africain, comme celui du Tchad, aucun de ces régimes n'aurait pu exister si la France, à un moment donné, n'avait pas soutenu la domination des élites soumises à elle contre les peuples soumis à ces élites. Même le régime du Congo-Brazzaville,
du président Sassou Nguesso qu'on a actuellement, il ne serait pas là si la France n'avait pas soutenu Sassou Nguesso en 97 pour renverser le régime du président élu Pascal Lissouba et restaurer une dictature favorable aux intérêts néocolonialistes français. Donc, mes chers amis, le deuxième piège qu'on veut nous tendre, c'est essayer de faire de cette affaire une affaire où on va présenter le régime du président du Conseil Faure Gnassingbé comme une dictature et on va présenter Gaël Moukhaer et Sébastien Pérez comme les représentants de la démocratie. Comme si RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, Libération, Le Parisien avaient jamais voulu que l'Afrique soit démocratique. Mon œil. Donc ne tombons pas dans ce deuxième piège. Ces gens-là n'ont pas voulu décliner leur identité réelle parce qu'ils étaient venus espionner le nord du Togo. Ils ont été arrêtés par les autorités togolaises. Seule la justice togolaise, les autorités togolaises nous diront ce qu'ils vont faire de ces espions. Mais qu'on ne nous dise pas qu'ils sont venus pour la démocratisation du Togo. Ce n'est pas vrai. Qu'on ne nous dise pas qu'ils sont venus pour le respect des droits humains au Togo. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus participer à la déstabilisation togolaise. À la déstabilisation du Togo. Parce que la méthode qu'ils ont employée pour entrer dans le territoire est typique d'agents de déstabilisation. Ils avancent toujours masqués. Leur devise, c'est larvatus prodeo, en latin qui signifie « j'avance masqué ». Il y a un troisième piège qu'on va tenter de nous tendre dans cette affaire. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous savez, chaque fois que la junte néocolonialiste et terroriste française est en difficulté, elle va tout faire pour organiser des incidents. Des incidents terroristes importants, ayant pour but, vous le savez très bien maintenant, vous connaissez leur modèle, de prendre des otages. En prenant des otages, elle se donne de cette façon-là des monnaies de rechange pour faire libérer ses agents. Avec le recul, on regarde bien ce qui s'est passé au Mali. Le 25 avril, les 12 000 mercenaires encadrés par la France et l'Ukraine notamment, qui ont attaqué le Mali, avec pour objectif de renverser le régime panafricaniste du président Assimi Goïta, avaient également un autre objectif. C'était de prendre le maximum d'otages militaires maliens afin de négocier la libération des mercenaires français et notamment du principal mercenaire français emprisonné au Mali. Donc, je vous le dis, il y a un troisième piège qui arrive. Ils vont tout faire pour prendre en otage des militaires togolais afin de forcer la main pour une négociation avec le président Faure Gnassingbé. Il faut s'attendre par conséquent à des événements terroristes importants au Togo dans les prochains jours. Je recommence. De manière incontestable, je le dis, et que les autorités togolaises et leurs alliés, l'Alliance des États du Sahel, en prennent bien acte. Ce qui se passe là, c'est la préparation d'événements de déstabilisation majeurs contre la République togolaise. L'un des objectifs de ces événements ne sera pas simplement de renverser le régime du président Faure Gnassingbé qu'il considère comme étant redevable envers la France, parce que sans la France, ce régime ne serait pas là. Mais l'autre objectif, au cas où l'objectif numéro 1 ne marchait pas, c'est-à-dire s'ils ne réussissent pas à placer quelqu'un qui leur obéit le doigt sur la couture à Lomé, il faut s'attendre à ce qu'ils fassent tout pour s'emparer de militaires togolais afin de négocier la libération de leurs hommes. D'où il faut prendre toutes les dispositions pour les attendre et les empêcher de le faire. Car ce qui arrive à Makloklo est ce qui arrive à Maklakla. Dans sa manière inimitable de s'asseoir, le néocolonialisme français ne change jamais. Donc voilà le troisième piège. Pendant qu'ils sont en train de crier à Hu et à Dia, de crier à l'innocence, pendant qu'ils sont en train de hurler à gauche et à droite, n'oubliez pas qu'ils sont en train de se donner, le temps de voir comment braconner, kidnapper des soldats togolais afin de forcer une négociation avec le président togolais si celui-ci venait à aller jusqu'au bout, à laisser aller jusqu'au bout le processus judiciaire. Donc, il faut s'attendre à cela, et ça, c'est le troisième piège.
Enfin, le dernier piège, et c'est le quatrième, ça serait le piège de l'attentisme, de la passivité devant la situation qui se présente. Les autorités togolaises doivent continuer de développer l'axe de coopération stratégique avec l'AES, de renforcer la solidarité des armées de l'Alliance des États du Sahel avec l'armée du Togo pour prendre en étau les mercenaires terroristes qui opèrent aux frontières togolo, nigéro, bénino, burkinabé, de telle façon que, au moment T, la victoire soit à l'Afrique. Donc, il faut utiliser le temps qui est ouvert là pour renforcer l'étau sur les groupes terroristes qui opèrent aux frontières sud du Burkina et nord du Togo. Il faut considérer cela comme une urgence signalée. Urgence signalée. Enfin, on ne peut pas oublier quand même que l'un des facteurs qui a pourri les relations franco-togolaises, c'est le sort qui a été réservé en France, aux biens immobiliers de l'État togolais et au-delà des biens de l'État togolais, les biens accumulés par la famille dirigeante du Togo, la famille Eyadema. Nous l'avons souvent expliqué à nos dirigeants, il ne sert à rien de prendre massivement l'argent africain pour aller acheter des biens dans les pays occidentaux. Car à court, à moyen ou à long terme, ces biens seront arrachés par toutes sortes d'arguties, de manœuvres des pays occidentaux. Il y a un très long conflit qui couve entre le président du Conseil du Togo et les autorités françaises autour des biens immobiliers de l'État togolais et de sa famille au Togo, en France. Il va de soi que ce conflit est aussi l'arrière-décor de la tension permanente entre Paris et Lomé. Et il faut prévoir que ce conflit va connaître une évolution particulière. Je suis sûr que dans les prochaines semaines, vous allez entendre que des juges en France ont opportunément relancé les procédures de spoliation du Togo, de spoliation de la famille Eyadema, en représailles du refus de se soumettre au grand plan de déstabilisation du Sahel et du Golfe de Guinée rédigé par ce malappris de Macron. Voilà, mes chers amis, les éléments d'appréciation que je voulais mettre à votre disposition. Pour ma part, incontestablement, en refusant de décliner leurs identités réelles, les sieur Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani se sont inscrits dans le terrain de l'espionnage. Ils ont violé la loi togolaise. Les autorités togolaises ont tout à fait raison de leur imposer le respect de la loi de l'État togolais. De la même façon qu'on n'accepte pas quand en France, des personnes qui ne révèlent pas leur véritable identité, il faut qu'il soit clair pour les autorités françaises et pour les habitants de tous les pays non africains qu'on n'entre plus en Afrique comme dans la cour du roi Péto. Le Togo et l'Afrique en général ne sont plus la cour du roi Péto. Ceux qui veulent venir en Afrique doivent respecter les règles des États africains. Si vous ne voulez pas respecter ces règles, ne venez pas. L'Afrique, peut parfaitement se passer du reportage sur les routes de l'impossible de Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani. À la base, on n'en a rien à foutre en Afrique. Comme on le dit à Ouagadougou, content, pas content, content quand même. Et pour conclure, je vois venir la chanson habituelle d'un certain nombre de mes frères et amis et compagnons de lutte, les membres de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise qui se bat pour la fin du régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, peut voir dans l'affaire de l'arrestation de ces journalistes une aubaine pour se positionner et combattre tout naturellement le régime du président Faure Gnassingbé. Je leur donne un conseil gratuit. Ce n'est pas le bon angle. Ce n'est pas le bon angle. Il ne faut pas prendre parti pour les deux journalistes français
qui se sont comportés en espions contre le Togo. Si vous prenez ce parti, puisque les autorités togolaises et les autorités françaises sont dans un conflit où des révélations explosives vont venir, quand il sera établi, à l'occasion de la procédure judiciaire, le rôle, eh bien, dans le système de déstabilisation du Togo joué par ces journalistes, vous, mes frères et compagnons de l'opposition togolaise, qui vous serez massés derrière Mokaer et Pérez Pézani, serez désormais du côté de l'impérial terrorisme. Et vous vous retrouverez dans un inconfort profond. Méfiez-vous. Ne vous rangez pas derrière ces deux individus. Ils sont venus faire de l'espionnage au Togo. Ils ne sont pas venus faire de l'espionnage au Togo pour l'opposition togolaise. Et si la France voulait vraiment aider l'opposition togolaise à instaurer un état de droit, une démocratie, un pays développé au Togo, cela se saurait. Il ne faut pas ici, ni de près ni de loin, espérer un changement politique positif en faveur du peuple togolais avec le soutien de la France. Ça serait fuir une fois de plus la pluie pour se cacher dans la rivière. J'appelle l'opposition togolaise à ne pas tomber dans ce piège. Les opposants togolais, dont certains sont en exil, savent la dureté avec laquelle les pays occidentaux traitent les Africains sans papier. Vous savez comment on traite les personnes qui entrent en Europe sans avoir eu l'autorisation d'un État européen. Vous le savez. Donc vous avez une responsabilité, même en tant qu'opposant. Nous avons une responsabilité, c'est de ne pas permettre que les règles de l'État que nous aspirons à gouverner soient piétinées aveuglément par le premier venu. Et il faut faire très attention de ne pas s'aligner derrière les barbouzes. Ça va contribuer à l'inconfort et à l'aggravation de votre marginalisation. Il faut ici clairement dire à M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez qu'il n'est pas normal d'entrer au Togo sans avoir décliné clairement son identité, sans avoir clairement décliné le projet pour lequel on vient. Car il n'est pas permis à un opposant togolais, ou même à quelqu'un du pouvoir, ou même à un Togolais lambda d'entrer en France comme ça. Ce n'est pas permis. Donc, imposons le respect à ces gens. Même quand nous sommes dans l'opposition, disons-leur, nos pays-là ne sont pas des territoires de safari. Vous voulez venir, il faut respecter les règles de l'État. Si on a dit qu'on ne veut pas vous voir, n'allez pas là-bas, et quand on vous arrête pour dire qu'on a violé la démocratie, les droits humains, la liberté de conscience. Parce que chez vous, il y a des règles qui font que quand on ne respecte pas ces règles, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison. Les Africains sont remplis dans les centres de rétention administrative en France, au motif qu'ils n'ont pas les papiers. Et pourquoi faudrait-il que des Français entrent au Togo sans les bons papiers et qu'on ne les arrête pas? Pourquoi? De quel droit on doit appliquer le droit aux Africains qui entrent en Europe, qui entrent en France, et on ne doit pas appliquer le droit aux Français qui entrent en Afrique? De quel droit? Pour qui se prennent-ils? Ces journalistes qui entrent en Afrique sans autorisation, viennent mener des investigations sans autorisation. Alors qu'un journaliste africain qui irait mener des investigations sur la lutte antiterrorisme en France, sans avoir eu d'autorisation, serait arrêté, emprisonné, selon la loi française. Donc là, il faut vraiment rester sur cette position. Ne vous laissez pas piéger, mes frères de l'opposition togolaise. Sinon, vous allez vous retrouver en train de soutenir, en réalité, des représentants de l'impérial terrorisme. Voilà, honnêtement, les idées que je voulais agiter ici ce soir. Et je voudrais dire au peuple togolais que dans sa lutte pour accéder à une forme de régime politique consensuel, juste et équitable, il est toujours important pour lui de ne pas compter sur l'impérial terrorisme français. C'est la montée en puissance du consensus togolais. C'est la chute de la peur de vivre ensemble, des Togolaises et des Togolais qui sauveront le Togo et qui en feront un grand pays africain dans le siècle en cours. Mais ce n'est pas l'aide du néocolonialisme et de l'impérialisme français. Ce n'est pas l'aide de ces pseudo-journalistes déguisés qui sont en réalité des espions et qui, comme Serge Daniel ou Nassim Ouass, en fait, se comportent en Afrique comme des agents secrets. Ce qu'ils sont réellement. Car, en fait, la distinction entre le journalisme
et l'espionnage est très difficile à faire dans le groupe France Télévisions opérant en Afrique. Un journaliste de France Télévisions en Afrique est très difficile à distinguer d'un espion. Car les deux agences travaillent étroitement ensemble. Je rappelle que le groupe France Média Monde travaille étroitement avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Intérieur. Plusieurs journalistes de France Média Monde ont plusieurs casquettes. Ils sont à la fois apparemment journalistes et en même temps agents de renseignement. Je vous ai donné le modèle de Serge Daniel et de Nassim Ouassar. Qui peut dire que ces gars-là sont de simples journalistes? Qui peut dire que Serge Daniel et Nassim Ouassar sont de simples journalistes? Qui peut dire que des journalistes qui entrent dans le territoire africain, dans les camions, dans les jeeps des terroristes, dans les chars des terroristes, pour faire leurs investigations, qui peut dire que ce sont vraiment de simples journalistes, qui ne voient pas qu'il s'agit là d'agents de renseignement? Comment distinguer les journalistes des agents de renseignement, alors même que la pratique française en Afrique est celle de la confusion des deux professions? Comment distinguer chez Serge Daniel, par exemple, l'agent des RG français du journaliste? C'est la même personne. Comment distinguer chez Nassim Ouassar, l'agent des RG français du journaliste? Comment distinguer chez Gaël Mokaer, qui ne dit pas ce qu'il est venu faire au Togo avant de se faire arrêter? Chez Sébastien Pérez, qui ne dit pas ce qu'il est venu réellement faire au Togo avant de se faire arrêter? Comment distinguer le journaliste de l'agent secret? C'est exactement le problème qui s'est posé au Mali. Comment distinguer le diplomate Yann Christian Bernard Vézilier de l'agent de la DGSE dont le rôle est d'amener les nationaux de chaque pays à trahir leur pays en faveur de la France? Je dis bien que cet objectif de la DGSE a été publiquement décliné dans une interview par le directeur de la DGSE. Il a dit, les espions de la DGSE, leur travail, c'est de retourner les citoyens des pays étrangers en faveur des intérêts français et pour trahir les intérêts de leur pays. Voilà ce qu'a dit le directeur de la DGSE. Comment vous faites pour distinguer donc un diplomate d'un espion? Dès lors que la doctrine des espions, c'est la déstabilisation des pays. Comment vous faites pour distinguer un journaliste d'un espion? Dès lors même que le journaliste en question n'affiche pas sa profession de journaliste et prétend qu'il est venu simplement se dorer la pilule sous le soleil, le beau soleil togolais. Comment vous faites pour distinguer? Nous sommes dans une véritable guerre hybride où des professionnels affichés de l'information sont en réalité des mercenaires, sont en réalité des espions, sont en réalité des agents des renseignements généraux étrangers, faisant un travail de prospection pour préparer les activités de déstabilisation. Nous sommes dans une guerre hybride où on nous envoie des humanitaires qui sont des chevaux de Troie. On nous envoie des gens pour opérer des maladies, des chirurgiens qui sont en effet chirurgiens de formation, mais qui ont une autre formation. Une formation en information stratégique. Et qui, pendant qu'ils sont en train d'opérer les malades, se renseignent sur ce qui se passe dans le village, ce qui se passe dans la zone, ce qui se passe dans le pays. L'impérial terrorisme a toujours utilisé les doubles casquettes. La plupart des métiers civils que vous les voyez exercer sont doublés d'une fonction d'honorable correspondant des renseignements généraux de leur pays. Tikenja, quand il avait encore tout son cerveau, il l'a chanté. Ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Oh. Si tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Vous connaissez la chanson? Ça, c'est Tikenja quand il avait encore tout son cerveau. Quand son cerveau n'avait pas été englouti dans son estomac. Il savait ça. Donc aujourd'hui, il faut vraiment pousser les investigations sur toutes les occupations de ces gens-là. Car bien souvent, ils sont les postes avancés de la déstabilisation. Ce qu'il fallait démontrer. Donc pour ma part, l'État togolais est tout à fait ici dans son droit. Et la justice togolaise a tout à fait raison, de faire le point sur les conditions d'infiltration de ces deux personnages. Il y en a marre de ces journalistes qui sont en réalité des espions et qui font de l'Afrique un terrain de safari.
et qui sont les avant-gardes des renseignements généraux impérialistes. Il y en a marre d'eux. Les journalistes barbouzes, il y en a marre d'eux. Voilà la vérité. Et voilà ce que je voulais dire de ce qui se passe au Togo, que la justice, togolaise se penche sur cette affaire très sérieusement et qu'elle tranche. Hein, Igor Woto, mon cher frère? Ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Oh. Si tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Alors, force et courage à la coopération entre la République togolaise et l'Alliance des États du Sahel. Force et courage aux forces de consensus et de réconciliation à l'intérieur du Togo, afin que toutes les Togolaises et les Togolais puissent vivre en paix, sans peur dans leur pays. Vivement que la réconciliation togolaise continue à avancer et que les Togolais et les Togolaises qui sont encore privés de leur pays natal le retrouvent bientôt et y vivent en paix. Ça, c'est ce que l'Afrique doit vouloir pour l'Afrique. Nous devons vouloir une Afrique qui soit un havre de paix, de sécurité, de bonheur, de dignité pour nous tous. Nous n'avons pas d'autre continent où vivre dans le monde en étant chez nous, si ce n'est l'Afrique. Battons-nous pour ne jamais plus être des étrangers chez nous en Afrique. Voilà pourquoi je dis, mon aspiration est d'être chez moi dans tous les territoires, dans tous les pays africains. Je veux être le national de tous les pays africains et l'un des premiers nationaux panafricains formels. Battons-nous pour cela. Merci l'empereur Hostie, depuis le Gabon. Merci infiniment. Merci à mes amis au Gabon. Merci infiniment. Clembier, Clinquon, soyez bénis. Kidani Diam, merci de cette prière. Tombouctou, yeah, Tombouctou, yeah. Tombouctou, yeah, Tombouctou, yeah. Aïe, Taraboye. Aïe, Tararogue. Visitez Bella Farandi. Visitez Sankoré. Visitez Abaradiou. Saïdou Mahamadou Mamoudou, merci beaucoup. Qu'Allah, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux, couvre ta maison de bénédiction également. Wow, Tombouctou, Eric Djouko, fidèle parmi les fidèles. Merci beaucoup. Et bonsoir. Excellente suite de semaine à chacune et à chacun d'entre vous. Vous étiez plus de 30 000 en direct de cette émission. Je vous en remercie. Plus de 30 000, même 40 000, hein, me dit-on maintenant. En direct de cette émission, je vous en remercie.